Christophe, je suis un amateur de l'écrivain américain Lovecraft, 1890-1937, pour bien poser les dates. Un écrivain que j'ai découvert il y a bien longtemps, ça n'aura jamais guère, par la revue Planète, le numéro 1 de Planète de 1960, avec cet article de Jacques Bergier, Lovecraft, ce grand initié, venu d'ailleurs. Planète, Lovecraft, mais Planète Pichon aussi, parce que, en fait, c'est par la revue Planète que j'ai découvert Jean-Charles Pichon, puisque chacun sait peut-être que ce sont les éditions Planète qui ont publié les deux bouquins clés de Pichon sur le Dieu du futur. M'intéressant à Lovecraft, puis à Pichon, j'ai cru trouver, je dis bien j'ai cru trouver, c'est un travail très, très personnel, et j'ai cru trouver des résonances. Des résonances, ça veut dire que on ne tire pas un fil mathématique, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais il y a des choses, il y a comme une petite musique qui flotte au-dessus des deux personnages. Alors pour aborder le sujet, il faut partir des points clés de la philosophie de Jean-Charles Pichon. Il y a 3 points fondamentaux. Il y a la théorie des cycles. On connaît tous la théorie des cycles que Pichon n'a pas inventée, mais qu'il a largement utilisée, qui est une approche intéressante, puisque chez Jean-Charles Pichon, les cycles s'inscrivent sur les mythes qui dégagent des archétypes. Nous sommes sur une roue qui tourne tous les 2150, 2160 ans, et qui, à chaque fois, va rebondir à un niveau supérieur. Il a beaucoup écrit, il y a les cycles du retour éternel, il y a la fameuse histoire, les 30 années à venir révélées par l'histoire des cycles, et puis il y a, on en parlait à midi, ce qui pour moi est un roman important, c'est les témoins de l'Apocalypse, parce que pour moi un roman c'est plus simple qu'un traité de métaphysique. Et dans les témoins de l'Apocalypse, on voit bien l'illustration de la théorie des cycles de Pichon, avec une histoire de science-fiction fortement inspirée de la fin de l'Empire romain. Donc des cycles, des mythes, et qui débouche, donc c'est le deuxième point important de la philosophie de Jean-Charles Pichon, sur ce qu'il appelle la forme vide. Alors ça c'est très important, puisque les cycles sont une respiration de l'histoire, mais cette respiration, elle va s'emballer à chaque grand changement de cycle. Et on va déboucher sur la forme vide, qui est ce moment assez fantastique de l'histoire, où les anciens dieux sont en train de disparaître. Ils disparaissent parce que plus personne n'y croit, plus personne ne les adore, alors que les nouveaux dieux ne sont pas encore apparus, ou peut-être même pire, ils sont là, mais personne ne les a encore repérés. J'aime beaucoup cette image, et cette image qui est bien illustrée dans les témoins de l'Apocalypse, où l'un des protagonistes rencontre le pape. Et ils ont une discussion tous les deux, nous sommes dans la forme vide. Et le pape lui dit au protagoniste, qui est un journaliste, 9 siècles sans une parole d'en haut, sans un miracle, sans une alliance entre l'éternel et l'humain. 9 siècles sans Dieu. Notre tâche, dit le pape, est d'assurer contre tous les périls et toutes les tentations le difficile interrègne. Je crois que beaucoup de choses sont dans cette citation
qui illustre la forme vide. Donc, des cycles qui hoquettent et qui tombent dans la forme vide. Et le troisième point de la philosophie de Pichon, alors ça c'est le morceau de choix, c'est la machine. Alors, cette respiration de l'histoire s'inscrit dans le cadre d'une machine, alors qui est très difficile à définir. On en a parlé pendant des heures et des heures et des heures. Bon, j'ai une conception personnelle, mais je ne la développerai pas, je m'en tiendrai pour essayer de comprendre ce qu'est la machine aux avis autorisés ou aux avis officiels. Alors l'avis autorisé, je le prends chez Pierre-Jean de Bonnat, un grand pichonien, dans sa préface à la litanie des dieux morts, où il donne une approche intéressante. Il dit « Jean-Charles Pichon procède d'abord à un inventaire des croyances de l'humanité, recensement qui prend sens dans l'étude de leur simultanéité, succession, des structures. » Pour moi, c'est un mot important. Des structures vont alors se dessiner, prenant place en leur diversité dans un ensemble invariant, la machine de l'éternité. Pour Jean-Charles Pichon, continue de Bonnat, la quête de la machine passe à la fois par les mathématiques, par la poésie, par la littérature. Cette démarche permet non pas de prédire l'événement, mais de dessiner la structure mythique de l'ère nouvelle et de ses archétypes. Alors ça, c'est l'avis autorisé. Alors maintenant, l'avis officiel en matière de machine, et l'avis officiel, je le trouve chez Jean-Charles Pichon, si la notion n'est pas maintenue, que nous avons publié ou republié récemment, du reste, l'année dernière, où il analyse un texte de Beckett qui s'appelle Le Dépeupleur, et il nous donne cette précision qui est très importante. Il analyse les machines sur le plan littéraire, sur le plan d'œuvres littéraires, et il nous dit « Toutes ces machines nous sont données comme singulières, uniques, bien que toutes prétendent à recouvrir l'univers entier, astrophysique, biologie, mathématiques, psychanalyse, mythologie, poétique, ou plus exactement, la localisation du jeu dans l'univers. » Alors j'en viens maintenant à l'œuvre de Lovecraft, Lovecraft que nous appelons le prince noir de Providence. Et je vais commencer par une citation de Lovecraft, où il dit « Toutes mes histoires sont basées sur l'idée fondamentale que les lois, les intérêts et les émotions qui sont communs à l'humanité n'ont aucune valeur, aucune signification d'un point de vue cosmique. Pour donner l'impression d'un ailleurs véritable, par-delà l'espace, le temps et les autres dimensions, il faut oublier que des choses telles que la vie organique, le bien, le mal, l'amour ou la haine et tous les autres attributs de cette race négligeable et éphémère qui se nomme humanité est une quelconque existence. » Et ça, c'est très important. C'est la clé de Lovecraft que j'appelle par ailleurs la métaphysique du néant. Jacques Berger a bien défini l'œuvre de Lovecraft comme étant, comme relevant du réalisme fantastique. Et Berger, dans ce fameux numéro 1 de Planète, ce grand esprit venu d'ailleurs, disait « Je me surprends à penser que peut-être Lovecraft a pu jeter un coup d'œil par-delà d'impensables abysses sur des faits concernant la structure de notre univers et que la science découvrira un jour. » Donc Lovecraft est un rationaliste fortéen. Il pense que tous les phénomènes s'expliquent par la science. Et toutes ces nouvelles procèdent d'une démarche qu'on appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire
Alors on va d'abord chercher une explication naturelle. Ça peut être une hallucination, ça peut être enfin, quelque chose de naturel. Et ce n'est que lorsque l'on n'arrive pas à trouver une explication naturelle, une explication scientifique, que va naître l'horreur. L'horreur née de l'inconnu et non pas de quelque chose de surnaturel. Alors, donc, nous sommes dans un univers où l'homme est insignifiant, où l'homme se heurte de plein front à l'inconnu, où l'homme va plonger dans la terreur. Et dans la terreur parce que si l'homme n'est rien dans l'univers, n'est qu'une poussière, ça ne veut pas dire pour autant que l'univers soit vide. Et apprendre la véritable histoire du cosmos et l'existence de créatures préhumaines prêtes à interagir avec notre monde peut conduire à la folie. Et cette prise de conscience, elle peut être le fait de la sensibilité et de l'intuition de certains artistes, poètes, écrivains, voire de peuplades primitives. Dans l'appel de Cthulhu, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un inspecteur de police qui mène toute une enquête sur des crimes monstrueux. Ça se passe ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et l'inspecteur de police, dans son rapport, écrit « Il prétendait adorer les grands anciens, qui avaient vécu plusieurs ères avant l'apparition du premier homme et étaient descendus des cieux pour habiter notre monde. Alors, en sa prime jeunesse, ces anciens avaient à présent disparu et s'étaient retirés au plus profond de la terre ou sous les océans, mais leurs dépouilles avaient murmuré leurs secrets dans les rêves des premiers hommes. Et ceux-ci avaient voué un culte leur avaient voué un culte encore en activité de nos jours. Ce culte était celui des prisonniers. Ils existaient, assurait-il, depuis toujours et pour toujours, dissimulés dans de lointains déserts et autres entre obscurs aux quatre coins du globe. Maintenant, creusons un peu les résonances. Creusons les résonances, donc les résonances, donc la création mythologique. Pichon étudie les mythes et traque au travers de la mythologie les archétypes. Lovecraft les crée, et dans le contexte, comme je l'ai défini, de métaphysique du néant. Et c'est très intéressant parce qu'on peut dire que, sans exagération, et jusque Lovecraft, l'homme était au centre de l'univers. Il était au centre de l'univers soit parce qu'il était le fils de Dieu, donc il avait en lui une parcelle de la divinité, et soit parce qu'il était le seul moteur d'un univers matérialiste, chargé de façonner la Terre à son image, c'était encore l'homme qui était au centre, et même l'existentialisme ramènera le tout à l'homme. Alors qu'à partir de Lovecraft, l'homme n'est plus qu'une poussière dans l'univers, une créature insignifiante qui assiste bien souvent de façon inconsciente au jeu de forces cosmiques qui le dépassent complètement.